La prochaine présentation, en fait, ça va être de parler de la perspective des travailleurs et des travailleuses sur la même question, évidemment, de la justice climatique. Et on a la chance d'avoir ce matin avec nous Patrick Rondeau, qui est conseiller régional du Montréal métropolitain. Il est conseiller de plein de choses. Il est conseiller aussi au dossier environnement et conseiller à la mobilisation à la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, la FTQ. Il est conseiller au dossier des changements climatiques depuis 2014. Depuis 2016, il est membre du comité de coordination du Front commun pour la transition énergétique. Il a également coordonné différentes délégations de la société civile québécoise, notamment au Forum social mondial et à la COP. Et il s'implique dans l'organisation de différents forums sociaux. Il est également responsable de la mobilisation nationale depuis 2012 et a coordonné de grandes campagnes telles que la lutte à la réforme de l'assurance-emploi en 2013, le collectif Refusons l'austérité en 2014 et 2015 et la campagne Minimum 15 $. De 2013 à 2017, il a aussi été conseiller au dossier Jeunes de la FTQ. Donc, je cède la parole à Patrick. Merci beaucoup. Merci, Denis. Juste à t'écouter, je suis fatigué. Effectivement, mis de même, je me demande pourquoi je ne dors pas beaucoup, maintenant je le sais. Écoutez, justice climatique, justice sociale, qu'est-ce que les syndicats viennent faire là-dedans? C'est quoi leur affaire là-dedans? Pourquoi ils sont là? C'est bien fatigant. Pourquoi? J'imagine qu'ils n'ont pas rapport là. Ils doivent défendre leurs membres. Ça doit être pour préserver les emplois. Ça doit être parce qu'ils veulent plus de cotisations syndicales. Ça, c'est toutes les réponses, et vous imaginez bien que j'entends et les questions qu'on me pose, à savoir, bon, les syndicats, vous êtes fatigants, qu'est-ce que vous faites dans cet enjeu-là? Ça ne vous regarde pas. Ça regarde les groupes environnementaux, ça regarde les citoyens. Donc, vous, on ne vous veut pas dans cette sphère-là. Donc, vous devez avoir des agendas cachés, et ainsi de suite. Et ça, je dirais, cette question-là, je me la fais poser par beaucoup de gens, des organisations, des journalistes, Alouette. Donc, la question, pourquoi on se mêle de ça, nous, des changements climatiques? Quel est notre rôle dans les changements climatiques? Bien, il faut se poser la question, les gaz à effet de serre, d'où ils viennent? Ils viennent essentiellement de l'activité humaine. L'activité humaine vient essentiellement de quoi? Le travail. Donc, c'est clair qu'il y a un lien direct entre les gaz à effet de serre, le travail, et par conséquent, les organisations qui représentent les travailleurs-travailleuses, nommément les syndicats. Au Québec, les gaz à effet de serre sont à 43 provenant du transport et environ 36 provenant des industries. Et donc, provenant essentiellement quasi à 100 de membres syndiqués de la FTQ. Donc, on a... C'est à peu près ça. Donc, on a ce merveilleux rôle de créer des gaz à effet de serre au Québec. Donc, une fois qu'on a dit ça, bien, c'est beaucoup lié au travail, mais c'est aussi lié à nos habitudes de consommation, par conséquent, nos habitudes de production, et par conséquent, de surproduction amenant une surconsommation. Donc, notre rôle, il est assez direct. L'enjeu climatique n'est pas un enjeu uniquement environnemental, c'est un enjeu aussi qui est économique. Et c'est la raison pour laquelle nous nous impliquons dans ce domaine. Quelques chiffres, vous savez, l'impact en 2018 des catastrophes naturelles liées au réchauffement climatique est à la hauteur de 85 milliards de dollars au niveau mondial. C'est immense. C'est plusieurs fois le PIB de plusieurs pays. Le nombre de personnes décédées directement liées aux questions climatiques en Europe représente à peu près 150 000 personnes. Et ce sera ce chiffre-là à peu près sur une base annuelle. Au Canada, le coût que les changements climatiques ont sur le régime de santé est de 36 milliards par année. C'est ce que ça coûte au système de santé canadien lié au changement climatique. Donc, ce n'est plus qu'une question environnementale, c'est une question qui est aussi économique. Donc, les travailleurs ont un double rôle dans cette équation-là. Ils peuvent être, d'un côté de la médaille, un obstacle à la lutte au changement climatique ou peuvent être une solution. Alors, voilà pourquoi on s'implique dans cette équation-là, parce que l'impact sur les emplois est réel. On a fait une recherche maison, je vous dirais, il y a environ 3 ans de ça, et je vous dirais qu'on parle d'environ, et ce n'est pas scientifique parce que c'est extrêmement compliqué à recenser, et c'est beaucoup des chiffres de sphères, de boules, de cristal, d'essayer de deviner le futur, mais pourra représenter à peu près 400 000 emplois impactés dans les prochaines années, si rien n'est fait à partir de maintenant, directement.
indirectement, ces chiffres-là passent à peu près 700 000 emplois. Est-ce que ça signifie que ce sont des pertes d'emplois directes? Absolument pas. Ça signifie que ces emplois-là seront impactés et devront être appelés à être transformés. Et malheureusement, de nos temps, la transformation des emplois sur une sphère économique ne va pas vers l'amélioration des conditions de travail, des conditions de vie, c'est plutôt l'inverse. Donc, l'impact sera économique et cet impact-là sera ressenti par les communautés. Et particulièrement dans les régions mono-économiques, où si on ferme une industrie, on crée des inégalités sociales importantes. Et on l'a vu par le passé, on a fermé des villages au Québec. L'histoire est pleine et très chargée de ce phénomène-là, et c'est ce qu'on veut éviter. Ce qui nous amène à la transition énergétique. Donc, pour nous, pour un mouvement syndical, et autant la FTQ qu'au niveau mondial, la transition énergétique, elle est inévitable. C'est-à-dire qu'on ne la remet pas en question. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'à un certain moment donné, pour atteindre les cibles de réduction de gaz à effet de serre que les États se sont donnés, il va falloir agir. Et plus on prend de temps, plus cette transition-là sera injuste pour les travailleurs et travailleuses ainsi que leur communauté. Plus on s'y prend d'avance, plus elle sera juste. Donc, pour nous, la transition juste est égale à la planification de la transition énergétique au plus sacrant. Donc, c'est un petit peu ça notre définition très simple de la transition juste. Donc, ce n'est pas juste un concept, ce n'est pas juste quelque chose de cute qu'on a lancé en l'air en disant « on veut faire la transition juste ». C'est beaucoup plus organisé que ça. Donc, naturellement, on n'a pas inventé le concept de la transition juste. La transition juste est quelque chose qui existe. Allez lire au niveau de l'Organisation internationale du travail qui regroupe entreprises, États et syndicats et vous allez trouver des principes directeurs de la transition juste qui ont été élaborés entre 2013 et 2015. Donc, c'est quelque chose qui existe avec des critères très établis qui sont essentiellement des critères d'accompagnement des milieux de travail et des communautés vers une transition énergétique qui ne laisse personne derrière. Or, une fois qu'on a dit ça, le paradoxe est quand même qu'une transition juste est paradoxale. C'est-à-dire que toute transition nous amène d'aller d'un point A à B en transformant quelque chose en cours de route. Or, quand on parle de transition juste de cette façon-là, c'est comme si on voulait garder le même système économique, les mêmes emplois, en allant de A à B en parlant de transition. Donc, il y a un paradoxe là-dedans qui ne fonctionne pas du tout. Et si on s'enferme dans ce concept-là, on n'ira nulle part. Naturellement, tout ça est théorique et ça doit être adapté. Donc, pour les besoins de la cause, je vais vous parler un petit peu de ce qu'on fait à la FTQ depuis 2014 et ça va vous donner une idée un peu de ce que est la transition juste pour nous. Et cette définition-là qu'on s'est donnée par notre action de la transition juste est reprise au niveau mondial. Si vous allez voir dans certains écrits, notamment au niveau de la Confédération syndicale internationale et le Just Transition Center, vous allez retrouver plusieurs fois l'exemple de la FTQ comme un exemple de transition juste à suivre. Bon, on en est fiers, je ne suis pas là pour me vanter, mais c'est quand même là. Donc, ça a des impacts au niveau mondial. Donc, qu'est-ce qu'on a fait au niveau de la FTQ en 2014? On s'est dit comment est-ce qu'on adresse la question. Vous savez, en 2013, on appuyait unanimement, sans se poser de questions, le renversement de la ligne 9B d'Enbridge, qui se trouvait être un pipeline, et ça créait des emplois et ça s'arrêtait là. Donc, on part de loin. Et on s'est dit, comment est-ce qu'on aborde cette question-là, par quel bout on prend ça? Et il fallait, dans un premier temps, cibler les obstacles qui nous mèneraient à faire une transition énergétique juste dans nos rangs. On en a ciblé 3 et on s'est donné un modèle. Premièrement, le modèle qu'on s'est donné, on s'est dit, il faut absolument que cette transition juste-là soit préventive et non pas réparatrice. Si vous regardez ce qui se passe en Alberta en ce moment, à la sortie de la COP 22, la ministre McKenna de l'Environnement, en 2016, a déclaré qu'elle était pour fermer les centrales, pas elle, là, mais le gouvernement fédéral, elle tout seul, ça serait toute une tâche, mais enfin, le gouvernement fédéral était pour fermer les mines de charbon et toutes les centrales de charbon à travers le Canada, qui est encore une source d'énergie importante au Canada. On a de l'hydroélectricité au Québec, mais ailleurs, vous avez énormément d'utilisation de charbon, notamment en Alberta. Donc, ils n'ont pas grand-chose pour eux. Ils ont du charbon et le sable bitumineux. Mais c'est un petit peu ça, mais c'est une réalité économique qu'ils ont. Donc, dans sa naïveté totale et absolue, Catherine McKenna se disait, on va avoir un plan d'ici 2030 pour fermer les centrales au charbon et on va se munir d'une équipe de travail pour faire ce travail-là de transition juste. Donc, ils ont mis sur pied le Just Transition Strike Force, qui incluait des syndicats qui ont dû se battre pendant 2 ans pour être inclus dans l'équation. Par contre, du moment où les entreprises du charbon en Alberta ont reçu les premières subventions pour faire la transition, ils ont mis la clé dans la porte.
C'est une transition non planifiée, c'est ça que ça fait. Et en ce moment, ce qu'ils doivent faire, c'est dealer avec des drames humains au niveau gouvernemental, au niveau des syndicats, au niveau de communautés en crise, où les inégalités sociales sont en montée en puissance. Donc ça, c'est une transition juste qu'on peut appeler de façon réparatrice, parce qu'on tente de réparer une crise créée par des gouvernements liée à des fermetures ou des mises à pied massives. Ce qu'on veut faire, nous, c'est une transition juste de façon préventive, c'est-à-dire on est capable de planifier cette transition-là, on est capable de voir venir quels milieux sont impactés, est-ce qu'on peut se mettre au travail tout de suite au lieu d'attendre simplement et bêtement les fermetures de ces entreprises-là. Donc, les 3 obstacles qu'on a ciblés, la première était nos propres membres à la FTQ. Ce sont des travailleurs-travailleuses dans certains de ces secteurs. Le deuxième, c'est les groupes environnementaux. Et le troisième, c'est ce qu'on appelle la crédibilité financière. Au niveau de nos membres, vous comprendrez qu'à la FTQ, c'est 100 000 membres. Je le disais tantôt, dans tous les secteurs énergétiques et problématiques ou liés au gaz à effet de serre que vous pouvez imaginer. Donc, d'aborder cette question-là avec eux sans solution provoque immédiatement un braquage. C'est-à-dire que nos propres membres vont me dire « Ne vous mêlez pas de ça. Vous êtes là pour nous défendre et non pas pour nous faire perdre nos jobs. » Ça, c'est le premier discours qu'on reçoit des travailleurs et travailleuses du Québec. Or, il fallait leur faire prendre conscience de la justesse de notre action et de la réalité. Ce qu'on a fait, c'est en 2016, on a voulu organiser une grande rencontre avec les syndicats des régions et dire, on va parler de transition énergétique avec vous. Ils nous ont dit très clairement, et plus clair que ça, et je vous épargne certains mots, nous ont dit, si vous voulez discuter de ça avec nous, vous allez vous déplacer, vous allez venir nous voir. C'est pas vrai qu'on va aller à Montréal pour discuter de ça. Vous ne comprenez rien à Montréal sur nos réalités. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a organisé une tournée à travers le Québec durant une année complète à aller à l'encontre de nos membres pour discuter de transition énergétique, transition juste, changement climatique avec eux. Ce qu'on a fait essentiellement dans chacune des régions, c'est dans un premier temps parler de changement climatique avec eux. C'est de se dire, qu'est-ce que les changements climatiques? Et vous seriez étonné, encore aujourd'hui, à quel point les gens savent qu'il y a des changements climatiques, constatent qu'il y a des dérèglements météorologiques, mais ne peuvent pas expliquer comment ça se fait qu'il y a des changements climatiques, d'où proviennent les gaz à effet de serre. Il y a énormément d'éducation à faire encore aujourd'hui. Donc, on a commencé par ça. Dans un deuxième temps, on leur a dit, c'est ça les changements climatiques, vous en êtes un peu beaucoup la cause. Donc, à ce moment-là, naturellement, il y a une certaine panique, une certaine peur qui s'est installée en disant, ils sont complètement devenus fous, ils sont ici à me rencontrer pour dire que je vais perdre ma job. Donc, dans un deuxième temps, ce qu'on a fait avec eux, c'est de travailler sur des solutions, des opportunités qui existent. C'est-à-dire qu'il y a une transformation des emplois qui est possible. Et il y a cette transformation-là des emplois peut amener une transformation des milieux de vie et être une opportunité à aller vers autre chose et de faire de cette crise climatique-là une opportunité dans laquelle ils ont un rôle à jouer. Et en conclusion de cette tournée-là, on travaillait avec une déclaration politique à être adoptée dans notre congrès en fin d'année. Et cette déclaration politique-là, on est allé beaucoup plus loin qu'on aurait cru pouvoir y aller pour nous donner notre plan de route à la FTQ par l'impact que les gens, plutôt les conclusions que les gens nous ont données. Parce qu'en bout de ligne, les travailleurs et travailleuses ne sont pas des êtres qui vivent dans une boîte. C'est-à-dire, on ne les sort pas le matin à 9 h, on ne les met pas sur la chaîne de montage, et à 5 heures, on les remet dans la boîte. Ils ont une capacité de réflexion. D'ailleurs, vous êtes des travailleuses. Vous savez, on a cette capacité de réflexion-là, et au-delà de ça, ce qu'il nous disait, vous savez, on est au-delà de travailleurs, des parents, des grands-parents, des citoyens, des consommateurs. Donc, effectivement, on n'est pas fou, on se rend compte de ce qui se passe. Donc, le monde du travail n'est pas monolithique, et il a différentes facettes qui font en sorte que ces gens-là se retrouvent à l'intérieur de ça. Donc, cette déclaration politique-là, on l'a adoptée et ça nous a permis d'adresser la question de l'emploi et de l'environnement et de ne pas opposer emploi-environnement, mais en faire une conjugaison et de transformer leur peur en opportunité et l'opportunité en enthousiasme d'agir et de leur dire, vous avez un rôle à jouer. Si vous voulez le jouer, on va être là pour vous accompagner et je peux vous dire que la réponse était relativement positive. D'autant plus que le travail de ces gens-là a un impact direct sur les relations nord-sud. Juste à titre d'exemple, les catastrophes climatiques les plus importantes, si on parle de l'Amérique, sont en Amérique du Nord, ne sont pas nécessairement en Amérique, sont en Amérique du Sud, excusez, pas nécessairement en Amérique du Nord. Et par conséquent, la production de tonnes de CO2 par individu est 13 fois plus élevée en Amérique du Nord qu'en Amérique du Sud. Donc, on produit 13 fois plus de CO2, mais les impacts sont
10 fois plus important en Amérique du Sud. Donc, une relation directe entre le Nord et le Sud et l'emploi au Nord comparativement à l'emploi au Sud et les conséquences de tout ça. Donc, tout ça aussi a été pris en considération et grâce à cet empowerment-là, on a pu se mettre en marche. Le deuxième obstacle qu'on avait était les groupes environnementaux. Essentiellement pour la même question, la question emploi-environnement, c'est-à-dire que sur une planète morte, vous n'aurez plus d'emploi de toute façon, donc vous devriez agir immédiatement. À ce qu'on répondait, plus il va y avoir un braquage, plus ça va ralentir les changements profonds qu'on veut. Donc, il faut absolument ouvrir un dialogue, ce qu'on a fait en 2014, notamment avec Greenpeace. Greenpeace, qui était l'organisation avec laquelle on devait être plus à couteau tiré, notamment dans le domaine de la forêt, au Saguenay. Et on s'est mis au défi l'un et l'autre, lors d'un forum Action Climat en 2016, de nous parler de justice climatique et eux parler d'emploi et d'économie, ce qu'on a fait dans les années qui ont suivi, et de bâtir simplement une relation de confiance. On a bâti une relation d'alliance dans ces enjeux-là, et nous, ça nous a aidé énormément à comprendre les changements climatiques et les articuler à des questions économiques pour avancer, et l'inverse a été aussi le cas pour les groupes environnementaux. Donc, il y a eu un travail qui a été fait pendant environ 2 ans qui nous amène à maintenant environ 5 ans de collaboration. Ça a l'air anodin, mais je vous dirais que c'est quelque chose que vous ne retrouvez pas ailleurs dans le monde. Et simplement, cette histoire-là de dialogue entre les syndicats et les groupes environnementaux est sujet de conférences lorsque, entre autres, je participe à des COP ou des événements internationaux. Et vous sortez même du Québec. Vous avez le Green New Deal qui a été lancé récemment. Et cette relation-là, cette discussion-là entre les syndicats et les groupes environnementaux au Canada ne se fait pas nécessairement. Donc, ils en sont encore à se demander comment ils peuvent s'adresser la parole. Donc, cette alliance-là qu'on a créée, elle a été travaillée et ça nous a amené à quelque chose. Ça nous a amené à un certain moment donné où les groupes environnementaux nous disaient « Oui, ben on sait bien, vous autres, vous voulez faire une transition juste, mais la transition juste, dans le fond, c'est que vous voulez sauvegarder les jobs d'hommes blancs d'âge moyen bien payés. Le reste, tant pis. » Et on leur a dit, mon Dieu, oui, vous avez totalement raison, c'est effectivement ça, et il faut absolument que cette transition juste-là ne soit pas juste pour les travailleurs, mais ainsi que leur communauté. Je croyais avoir plus de temps, j'en ai pas, donc je vais aller en diagonale d'à peu près tout. La troisième étape qu'on avait, c'était la crédibilité financière, mais vous avez une opportunité de questions, donc posez des questions, je répondrai pendant 3 heures. Donc, non, blague à part, c'était la crédibilité financière, il fallait absolument que les investisseurs soient partis aussi de l'équation. On a travaillé étroitement avec le Fonds de solidarité FTQ pour en faire un acteur de transition juste. On y est arrivé aussi. Il faut que les investisseurs puissent en parler parce que simplement des groupes environnementaux et des syndicats, ça trouve un écho, mais pas nécessaire à faire une transformation. Donc, tout ce travail-là nous a amené à l'organisation d'un sommet sur la transition énergétique juste qu'on a organisé au mois de mai dernier avec différents acteurs syndicaux, environnementaux, mais aussi étudiants, citoyens, patronat, financiers, artistes, et on s'est entendu sur le fait qu'il y a un problème de transition énergétique au Québec, qu'il faut absolument agir, qu'on a les outils nécessaires pour le faire, on a les ressources financières pour le faire, mais il n'y a juste pas de gouvernance pour le faire, il n'y a pas de volonté politique pour le faire, et on s'est alliés ensemble à essayer de mettre tout notre poids de rapport de force à forcer les gouvernements à agir. Naturellement, on est toujours en attente de résultats. En 2018, vous avez eu le groupe d'intergouvernemental d'experts sur le climat qui nous a dit, essentiellement le GIEC, qu'il faut revoir nos cibles de gaz à effet de serre, que malgré les efforts qui ont été faits insuffisants, les gaz à effet de serre continuent à augmenter, ils ne diminuent pas, et de la cible de 37,5 % en 2030 qu'on devrait atteindre, elle devrait passer à 45 % et à 100 % d'ici 2050 au lieu de 50 % d'ici 2050. Donc ça remet en question absolument tous les plans. L'espace-temps s'est rétréci. La race humaine est carrément menacée et nous, ça nous bouleverse et vous avez eu la recrudescence de ce qu'on appelle l'urgence climatique qui est apparue. Cette urgence-là d'agir pour le bien des générations futures. Or, cette urgence climatique-là est venue une fois de plus en choc avec les plans qu'on a sur la table et notamment les groupes environnementaux et de se dire, oui, il y a urgence d'agir, mais encore une fois, l'urgence climatique n'est pas un plan en soi. Il faut absolument se donner l'espace nécessaire de bâtir un plan qui nous permet cette transition-là vers autre chose. Donc, pour nous, essentiellement, la transition juste, c'est comment est-ce qu'on peut faire transiter nos milieux de travail et nos milieux de vie vers des milieux où la question du développement économique n'est pas basée strictement sur la croissance économique, mais sur une croissance sociale dans une optique de diversification de l'économie.
Pour ce faire, il faut absolument que les communautés se prennent en main. Il faut que les travailleurs et travailleuses soient présents dans les transformations qu'ils vont avoir à subir et par le fait même deviennent des acteurs de changement dans leur communauté sur un point de vue économique lié directement au niveau social. Et ça, c'est ce qu'on est en train de bâtir en ce moment. On a entrepris une deuxième tournée du Québec en ce moment pour discuter de cet aspect-là précis avec eux, de voir comment est-ce qu'on peut créer des pôles de concertation régionaux sur la question climatique, environnementale, ainsi qu'économique et sociale, et d'utiliser en fait tout le pouvoir d'influence qu'on peut aller de cette façon-là. On a aussi mis sur pied ce qu'on appelle des laboratoires de transition juste, c'est-à-dire des méthodes d'accompagnement en milieu de travail pour pouvoir faire une transition juste, basée sur la science, le dialogue et le financement. Ce sont les trois ingrédients nécessaires qu'on a découverts au fil de nos travaux sur comment faire une transition juste effective. Et comme je vous le dis, ces exemples-là sont repris au niveau mondial et il y a beaucoup d'exemples mondiaux aussi. Je vous les nomme très rapidement. Si vous voulez creuser la question après, on ira. Costa Rica, ils ont des cibles très ambitieuses sur les réductions de gaz à effet de serre. L'Écosse a mis sur pied une commission sur la transition juste. Le Nigeria a un dialogue social dans le niveau du transport pour une transition juste. La Norvège est en voie d'avoir le premier pays à 100% électrification des transports. Il y a un fonds de transition juste qui a été adopté par l'Union européenne, qui sera mis en application en 2020. Donc, il y a des exemples, mais il y a aussi des crises auxquelles on doit faire face. La crise au Brésil et d'autres pays d'Amérique du Sud où les mouvements environnementaux sont criminalisés, donc ce qui empêche toute organisation de transition juste. La Pologne, où les taux de chômage dans certaines régions du charbon sont exorbitants. La crise politique entre les États-Unis, la Russie et la Chine. L'Arabie saoudite et le Koweït et toute la question énergétique liée au pétrole. Donc, il y a énormément de chaos qui nous empêchent d'aller plus loin, qui sont d'ordre politique, qui empêchent les États d'agir tels qu'ils le voudraient bien. Donc, si vous avez des questions, on peut creuser cette question-là. Et il y a naturellement toute la question politique au Québec et au Canada. On s'en va en élection en automne, comme on le sait. On a le spectre des conservateurs qui reviennent et ce ne sont pas nécessairement les amis de l'environnement, comme vous le savez. C'est plutôt une transition brune, eux autres, qui veulent faire. Donc, elle est liée au sable bitumineux. Donc, elle est loin d'être verte. Donc, ça aussi, il y a des luttes à faire et on a une opinion là-dessus, on peut y revenir. Donc, concrètement, c'est ce que nous, on s'apprête à faire dans les prochaines années. Et c'est pour nous un peu ça, la transition juste. Donc, elle n'est pas liée juste aux emplois. Elle est liée à la relation qu'on a avec les communautés. Elle est liée à la relation qu'on a avec le capital, avec l'investissement, avec nos modèles économiques qui doivent être appelés à changer. Pour une organisation syndicale, c'est pas simple, mais il faut continuer à y croire, créer des opportunités, avoir un rôle actif. Sur ce, je vous remercie. Merci, Patrick, pour la présentation super riche en contenu. On va te laisser reprendre ton souffle et boire 2-3 verres d'eau. Mais je dirais aussi une présentation super franche sur la façon dont les discussions se sont déroulées là, sur ce thème-là. Donc, on va faire comme pour les autres présentations plus tôt ce matin. Donc, on vous donne 4-5 minutes pour discuter entre vous. Levez la main si vous voulez poser une question par la suite. Donc, on va faire la même chose. On va prendre 3 questions et Patrick pourra y répondre par la suite. Donc, on vous donne 5 minutes. Donc, je demanderais aux 3 personnes qui ont eu les petits papiers avec les questions 1, 2, 3 d'aller au micro. On va prendre les 3 questions en bloc et Patrick va y répondre par la suite. Donc, vous pouvez aller au micro. Il y a un micro là-bas. Et je vais remettre le mien ici si vous êtes plus proche. On en a une. Toi, as-tu le papier? Ah, c'est votre papier? J'avais pas. Bonjour. Katerina Mélanie des YMCA du Québec, en collaboration avec mon équipe de discussion ici. En fait, nous, ce n'est pas une question qu'on aurait à poser, c'est plus un commentaire. On a trouvé extrêmement éclairante la présentation et on pense que parmi les clés, il y a vraiment une possibilité, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà fait ou vous pensez faire, mais comme vous êtes un modèle au sein des syndicats, ça pourrait aussi, je pense que c'est un modèle qui gagnerait à être plus connu au sein de la population québécoise. On est tout à fait d'accord avec le fait qu'il y a quelque chose de magique qui se passe.
au Québec avec vous, avec les démarches que vous avez faites dans le sens de la transition juste, et ce n'est pas seulement à Las Vegas qu'on peut briller. Donc, nous, on pense qu'il y a des grands coups de cœur comme ça au Québec. Moi, j'ai eu le privilège de travailler avec la FTQ et d'être témoin de tout ce travail-là de fond qui est fait et, je dirais, qualitatif. Et je pense que s'ils pouvaient avoir des fiches ou des outils qui étaient développés de façon à outiller d'autres secteurs de la société civile québécoise, que ce soit les ONG qui veulent faire cette transition-là, juste, que ce soit les PME, que ce soit d'autres groupes, et qu'il y ait une forme d'outil qui soit développé, parce que vous êtes vraiment un modèle très intéressant, puis c'est extrêmement apprécié, et tu le rends très bien dans ton introduction, Patrick, quand tu expliques au début les défis. Nous, on se dit, rendu là, si la FTQ a pu le faire, qui ne peut pas le faire? Et je pense que vous êtes un excellent modèle, donc voilà, merci beaucoup, et on attendra les fiches ou l'outil en question. Bonjour, Éléonore Durocher de chez SICO. Donc, vous avez parlé en fait du dialogue qui a été créé avec Greenpeace, notamment pour arrimer les intérêts économiques et environnementaux, mais on n'est pas allé en profondeur sur les solutions qui ont été trouvées. Donc, j'aurais voulu entendre un petit peu plus sur ça. On pense notamment, j'imagine, à l'investissement dans la formation pour transformer certains emplois vers des secteurs plus écologiques dans le cas de la forêt. Mais est-ce qu'il y a d'autres secteurs, justement, qui ont été discutés avec Greenpeace, puis quelles étaient les solutions en lien avec ça? Et l'autre sous-question, quels ont été les éléments, en fait, essentiels de cette collaboration-là, dans une optique où on voudrait répliquer ce type de dialogue-là dans d'autres contextes? Oui, bonjour, Amélie Venn de Marémonde. Notre équipe à nous avait des questions très pratico-pratiques aussi, mais on voulait avoir plus d'informations là-dessus. Vous nous avez parlé que juste au Québec, il y aurait environ 400 000 emplois qui vivraient ou employés, travailleurs, travailleuses qui vivraient ou qui auraient un impact à cause donc, des changements climatiques. Donc, on voudrait avoir vraiment une petite explication par rapport à ça. Quels sont les impacts que vivent les travailleurs, les travailleuses, directs et indirects? Et aussi, en parlant de transition juste, vous nous avez parlé de contre-exemples, par exemple, donc d'entreprises qui n'ont pas réussi leur transition. Est-ce qu'il y aurait un exemple québécois d'une usine, d'une entreprise, d'une organisation qui a mis en place un plan intéressant ou un plan qui a réussi, en tout cas, sa transition juste? Voilà. Merci. Merci, Katharina. Ben oui, on est arrivé. On n'est pas si pire, hein? Donc, mais tu as tout à fait raison, puis on a le même constat, qu'on a une histoire à raconter, mais elle n'est pas disponible. C'est bête de même, là, mais je te dirais et je vous dirais en fait il a fallu faire un travail à l'interne avant d'aller à l'externe, puis on avait un immense travail à faire. 100 000 membres, c'est pas rien dans des secteurs névralgiques qui sont tous touchés là, par les changements climatiques. Donc, il fallait absolument faire ce travail-là avant d'aller à l'extérieur, à défaut de quoi on aurait pu défaire ce qu'on essayait de faire. C'est-à-dire que si on ne fait pas ce travail-là de base avec les personnes qui sont impliquées directement et qu'on sort juste publiquement sur des solutions, ça va se désarticuler, se défaire. Donc, c'est pour ça qu'on a pris un long détour pour y arriver. Ceci étant dit, on est justement à travailler avec le Fonds de solidarité FTQ parce que cette relation-là a été relativement intéressante. Rapidement, le Fonds de solidarité FTQ, juste vous dire, ça a été, oui, créé par la FTQ en 1984, mais ça a sa propre gouvernance. C'est deux entités complètement différentes, là, la FTQ et le Fonds de solidarité. C'est un fonds d'investissement dont les actionnaires sont les travailleurs, essentiellement. Donc, ce n'est pas naturel tout le temps de travailler avec eux autres sur différents enjeux, donc surtout pas sur celui-là. Donc ça, il y a eu un travail à faire à ce niveau-là. Donc, et ils veulent nous accompagner financièrement pour créer des outils. Créer des fiches, un guide, des capsules d'animation, etc. Donc, on commence ces travaux-là cet été, parce qu'effectivement, cette histoire-là, il faut qu'elle soit connue. J'ai parlé beaucoup de la FTQ, je n'ai pas parlé des autres syndicats, parce que, essentiellement, et je le dis en tout respect, là, mais les autres syndicats ne sont peut-être pas au même niveau que nous, on l'est, pour des questions organisationnelles et de membership. C'est-à-dire que le membership de la FTQ est essentiellement privé. Donc, tous les secteurs énergétiques sont sous le parapluie de la FTQ, ce qui n'est pas le cas de la plupart des autres syndicats, comme la CSN ou la CSQ ou la FIC ou la PTS, etc., qui sont plus du secteur public. Donc,
cette discussion-là avec les membres et cette transformation-là ne se fait pas de la même façon. Donc, c'est pour ça qu'on a travaillé relativement dans une bulle à ce niveau-là. On a travaillé plus avec les syndicats canadiens et internationaux que les autres syndicats québécois. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas. Je vous dirais qu'avec tout le phénomène de la planète s'invite, on commence à avoir des discussions à ce niveau-là et on a des discussions pour peut-être créer quelque chose qui s'appelle la planète s'invite au travail. Donc, il y a ce travail-là qui se fait aussi, qui n'aurait pas été pensable aussi il y a 5 ans si on n'avait pas entrepris ces relations-là avec les groupes environnementaux d'ailleurs. On fait un immense travail aussi avec le Just Transition Center. Ça, je vous invite à aller voir si ça vous intéresse, ces questions-là. C'est un organe de la Confédération syndicale internationale qui regroupe l'ensemble des syndicats au niveau mondial. Et c'est une agence qui se spécialise spécifiquement dans la question de la transition juste. Et vous allez retrouver les travaux de la FTQ à l'intérieur de ce centre-là. Donc, il y a aussi cette collaboration-là qu'on a au niveau international. Je vais revenir sur les solutions après. Et vous pouvez aller voir aussi, on est assez fiers parce que tout le travail qu'on a fait au niveau du Fonds de solidarité, vous pouvez aussi aller voir un truc qui s'appelle le guide à l'intention des investisseurs dans la transition juste. Donc, c'est un guide qui a été fait par des universités Harvard, l'Economic Institute of London, et dans lequel le Fonds de solidarité de la FTQ a contribué. C'est le seul acteur québécois qui a été appelé à y contribuer. Et c'est un guide qui s'adresse aux investisseurs sur comment désinvestir, réinvestir avec des concepts et des critères de transition juste, environnementaux et sociaux. Donc, c'est quand même un gros morceau. Et ce guide-là a été publié lors de la dernière COP. Donc, essentiellement, c'est là où on en est là, dans la publication de nos outils et d'essayer de faire connaître un peu cette histoire-là et de la faire vivre un peu plus. Parce qu'on considère que le travail avec nos membres est assez avancé pour continuer, mais il est loin d'être terminé, je peux vous le dire. Il y a encore énormément de climato-scepticisme dans la population. Quand on pense que l'urgence climatique est convenue et comprise d'absolument personne, je peux vous assurer que ce n'est pas le cas. Dans cette tournée-là qu'on fait en ce moment à travers le Québec, il faut recommencer beaucoup de discussions dans certaines régions et ce n'est pas simple du tout. Et si on pense qu'on peut juste aller de l'avant, on va frapper un mur assez vite et on va se ramasser avec des communautés qui vont se braquer contre les luttes au changement climatique. Donc, c'est très fragile encore cet équilibre-là et nous, on le voit au premier plan en ce moment. Dans les solutions concrètes qu'on peut mettre de l'avant, ça rejoint un peu la deuxième question. Nous, on est en train, je l'ai effleuré tantôt, j'ai effleuré 2 choses, je peux y aller plus en détail, ce que j'appelle les laboratoires de transition juste et les comités verts. Les comités verts, dans un premier temps, c'est issu ça, de notre tournée qu'on fait en ce moment. Ce qu'on fait en ce moment, c'est de rencontrer nos membres dans des secteurs spécifiques. Donc, la première tournée s'adressait à tout le monde. Maintenant, par exemple, dans la région de Montréal, la rencontre va avoir lieu les 27-28 mai, c'est d'inviter les travailleurs et les travailleuses des raffineries, des cimenteries, des secteurs de transport. Dans les autres régions, on a fait la même affaire, de dire, là, on va avoir une discussion avec vous dans la salle. Et c'est là où ça a accroché, je vous dirais, dans certaines régions en disant, on veut bien vos histoires de changement climatique, mais pas dans mon entreprise, on n'est pas là pour des questions de compétitivité. Et nous, notre rôle à ce moment-là, c'est de leur dire, écoutez, on a un devoir de vous dire qu'on est à même de croire que vos emplois peuvent être impactés, pourraient disparaître ou être transformés à court ou moyen long terme. À partir de là, ça vous appartient. Nous, notre devoir, c'est de vous en informer. Et si vous voulez vous impliquer, on est là pour vous accompagner. Donc, c'est cette façon-là d'approcher les milieux de travail qui a réussi, parce qu'on a commencé inversement avec, justement, toute notre fougue, il y a à peu près autour de 2017, à aller voir des milieux de travail en leur disant « il faut se mettre au travail » et on s'est fait revirer de bord. Donc, mais cette façon-là fait en sorte qu'ils nous disent « effectivement, on a besoin d'aide et on aimerait être accompagné là-dedans », puis il y a de plus en plus de milieux de travail qui lèvent la main de cette façon-là. Donc, ultimement, cette tournée-là sert à ça dans un premier temps qui amène vers nos laboratoires, mais ultimement, elle sert à mettre sur pied dans chacune des régions du Québec ce qu'on appelle des comités verts. Ça signifie des comités regroupant les travailleurs et travailleuses avec leur vis-à-vis dans leur communauté. Ça diffère, en fait, d'une région à l'autre, mais c'est de faire en sorte de mettre sur pied des pôles de concertation avec les acteurs économiques, sociaux, syndicaux, environnementaux et de discuter des questions de transition environnementale et de transition juste dans leur région. Donc, c'est de les mettre à l'avant-plan. Et ça, il y a plusieurs, je vous dirais, il y a déjà 4 comités régionaux qui se sont mis sur pied comme ça. Et ça fonctionne relativement bien. Et le Fonds de solidarité, il croit tellement qu'il finance ces activités-là. Donc, le but, c'est de mettre sur pied ces structures de concertation-là parce qu'on les demande au gouvernement du Québec depuis maintenant
au moins 5 à 6 ans, et au contraire, tout ce qu'on a vu, c'est un démantèlement des structures de concertation dans les régions. Donc, on veut forcer ces structures-là. On se dit, ben bordel, si le gouvernement ne veut pas le faire, on va le faire nous-mêmes. Donc, c'est un petit peu là où on est à ce moment, et cette tournée-là sert à ça. Donc, ça, c'est une des solutions qu'on fait. Spécifiquement, comment est-ce qu'on l'articule du moment où une entreprise nous dit, ben oui, nous, on va être accompagnés, il faut absolument qu'on transforme notre milieu de travail parce qu'on a peur pour nos emplois, puis on ne sait plus quoi dire à nos propres membres. Bien, ce qu'on fait, c'est que dans un premier temps, on les accompagne. Et là, on est au tout début de ça. On n'a pas d'exemple concret parce que c'est un plan, mais on l'amorce, là, je vous dirais, dans l'immédiat. Donc, idéalement, c'est basé sur la science. C'est-à-dire, il nous faut savoir de quoi on parle. Donc, on fait, avec le service de recherche de la FTQ, mais en collaboration avec l'Institut de recherche économie en contemporaine, ainsi que l'IRIS, des études, des portraits socio-économiques des régions. C'est-à-dire que ce qu'on fait, c'est de dire, bien, votre entreprise, c'est quoi son impact de production de gaz à effet de serre sur sa communauté. Donc, il faut qu'on puisse le savoir. C'est quoi l'impact économique de votre entreprise? Elle rapporte quoi à cette communauté-là, d'un point de vue économique, votre entreprise? Qu'est-ce que ça signifie si elle ferme demain matin? Est-ce que la communauté et la région s'écroulent? Dans certains cas, la réponse est oui. Donc, il faut qu'on puisse savoir comment est-ce que ça fonctionne. Ultimement, c'est quoi l'impact de votre activité humaine et du travail sur la santé publique de votre propre communauté. Donc ça, c'est les données qu'on cherche avec eux pour avoir un portrait, pour savoir sur quoi travailler et sur quoi on va pouvoir convaincre les gens qu'on a besoin de convaincre. Le deuxième, c'est un principe de dialogue social. C'est-à-dire que, ultimement, même si une entreprise se dit « oui, on veut être accompagné, on veut faire la différence », il y a encore beaucoup de régions au Québec. Et même si on a réussi à faire des gains avec certains groupes environnementaux, ce n'est pas toujours vrai avec les groupes citoyens. Et il y a certaines régions du Québec où encore, une fois, la solution passe par une fermeture de l'entreprise et c'est tout parce qu'on est en urgence climatique. Donc, et ça, sans réfléchir nécessairement à l'impact que ça a économiquement sur la communauté et sur le système de santé, etc. Donc, c'est un tissu, tout ça. Donc, comment est-ce qu'on le transforme et qu'on ne fait pas simplement le déchirer. Donc, et ce travail-là, bien, on le fait d'accompagnement et de médiation à la lumière de ce qu'on a fait dans les 5 dernières années et des relations qu'on a construites avec certains groupes. Donc, on se dit, bien, il faut absolument créer des structures de dialogue entre les travailleurs, l'entreprise, les acteurs économiques, la communauté, ainsi que les groupes environnementaux. Donc, ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a trouvé des solutions, une fois qu'on a se dit, comme par exemple dans le domaine de la cimenterie, vous savez, pour produire du ciment, on brûle on utilise du charbon, on utilise des pneus et on utilise du pétrole. C'est chic, hein? Donc, de nos jours. Mais c'est ça qui est ça. Il n'y en a pas d'autres méthodes de production. Pourtant, il y en a d'autres qui existent, notamment à partir du verre concassé. Donc, on pourrait recycler le verre et créer du béton plus vert d'une certaine façon. Mais il n'y a pas une cimenterie au Québec qui est équipée pour faire ça. Donc, et il n'y a pas un employeur qui va vouloir aller là s'il n'a pas le financement nécessaire pour le faire. Et en même temps, s'ils sont juste là à dire « moi, je ne ferai pas d'effort, je veux juste du financement puis que l'État me paye tout », ça ne fonctionne pas non plus. Donc, ce qu'on fait, c'est avec les investisseurs, avec les acteurs financiers, avec les relations qu'on a bâties dans les 4 dernières années, c'est de monter des plans de financement pour les entreprises multipartites avec un financement étatique, privé, d'investisseurs. L'entreprise à elle-même doit y mettre de l'argent dans le but de ne pas créer des pertes d'emplois massives ou de transformation à l'inverse des emplois et de diminuer la qualité des emplois. Et là, ce n'est pas une question corporative, mais c'est simplement qu'on ne veut pas faire passer des emplois qui sont un vecteur économique dans une région à des emplois au salaire minimum à 3 jours semaine. Et souvent, c'est ça qu'on voit. Et ce qu'on voit de plus en plus, c'est des entreprises comme par exemple une papetière que je ne nommerai pas à Trois-Rivières, il y en a juste une, faites votre recherche. Donc, qui a 4 cheminées pour ses brûleurs, qui en a capé une pour capter le CO2, et qui dit « je veux bien capter les 3 autres et faire ma job pour l'environnement », mais qui dit aux travailleurs « bien, où est-ce que vous êtes prêts à faire des concessions dans vos salaires pour que je fasse mon effort environnemental ?» Donc, ce genre d'agissement-là fait en sorte que les travailleurs se braquent. Et quand on essaie de discuter avec eux de changement climatique, ils disent « mais on ne veut pas ». On ne veut pas parce que c'est nous qui payons le prix de ça, puis l'employeur s'en lave les mains. Donc, il y a toute cette équation-là. Donc, on est en train de travailler dans des milieux de travail spécifiques à faire ce travail-là. Donc, c'est le travail qu'on fait dans les prochaines années. Pour ce qui est de l'élément Greenpeace, comment est-ce que ça s'est articulé? Je dirais simplement, dans un premier temps, ça a été au Forum social des peuples à Ottawa en 2014. Donc, quand on pense que les forums sociaux ne donnent rien, je peux vous dire que c'est l'inverse.
On a créé des discussions en parallèle avec les Premières Nations et des groupes environnementaux, notamment Greenpeace et la direction de la FTQ, en disant il faut qu'on se parle. Là. On ne peut pas continuer comme ça parce que ça ne fonctionne pas. Et de la méfiance, on s'est simplement entendu dans un premier temps se dire écoutez, quand nous, on va faire une annonce qui ne vous plaira pas de part et d'autre, est-ce qu'on peut simplement s'en informer? Et c'est ce qu'on a fait. Et Greenpeace est arrivé des fois en disant ben, on va faire une annonce sur tel enjeu, je sais que ça ne fera pas votre affaire, mais nous, ça nous peut donner le temps de nous préparer. Et inversement, on a fait la même chose. Je dirais la relation au début a été à ce niveau-là. Par la suite, ben, plus on a commencé à traiter la question environnementale suite à la mise au défi qu'on s'est fait, on s'est bien rendu compte qu'on avait besoin des groupes comme Greenpeace pour aller chercher l'expertise environnementale qu'on n'avait pas. Et eux, du moment où ils ont commencé à parler d'économie, ils se sont dit, ouais, ben, on a besoin d'aller chercher une expertise comme la FTQ a pour en parler parce qu'on ne l'a pas. Donc, il y a eu un échange d'informations dans un premier temps et de cette relation-là de confiance qui s'est bâtie, on a réussi à trouver des plans conjoints et de travailler conjointement ensemble sur différents plans de transition énergétique qui amènent là, essentiellement toute cette articulation-là entre le travail et le social que nous, on n'aurait peut-être pas vu dans notre sphère dans un premier temps. Et ça aurait été effectivement de la transformation d'emplois de sauvegarde d'hommes blancs d'âge moyen bien payés. Effectivement, qui nous a amené à voir autrement et comment est-ce qu'on peut démocratiser sur un point de vue économique les régions du Québec. En terminant, bien, quand je parlais de faire ventiler un peu les 400 000 emplois, il y a 3 grands secteurs. En fait, il y a le secteur industriel. J'en ai parlé, aluminerie, cimenterie, Alouette, là, tout ce que vous pouvez imaginer qui est extrêmement pollueur au Québec. Les raffineries, il y a 2 raffineries au Québec, c'est des centaines d'employés, c'est un désert pas possible si jamais ça ferme. Imaginez demain matin Suncor dans l'est de Montréal qui ferme, le vide, le trou que ça fait, la contamination, c'est abominable. Donc, il faut planifier quelque chose à ce niveau-là. Au niveau des ressources naturelles, on les a tous, les mines, la forêt. Donc, comment est-ce qu'on fait autrement pour ne pas aggraver la question environnementale? Et à ce moment-là, il y a toute la question des mines canadiennes à l'extérieur du Québec qui doit être adressée aussi. Donc, il y a tout un pan au niveau des ressources naturelles et au niveau du transport, ça va de soi. Le transport, quand on parle du transport routier, 43% des gaz à effet de serre proviennent, ce n'est pas juste des usagers individuels, il y a énormément de transports liés aux entreprises. Ne serait-ce que penser simplement à Post Canada, c'est des dizaines de milliers de véhicules à travers le Canada, donc il faut faire absolument quelque chose à ce niveau-là. Finalement, sur les plans réussis, il y en a quelques-uns, je vous dirais, il y a des comités verts qui ont été mis sur place. Il y a des endroits où ils ont réussi à faire une transformation. Vous pouvez aller voir Bain Neptune, où est-ce qu'il y a un travail qui a été fait de concertation entre les employés, l'employeur et des investisseurs pour créer des bains écologiques et créer des méthodes de production pour abaisser leurs gaz à effet de serre. Bridgestone, Firestone, à Valleyfield, il y a aussi des efforts qui sont à ce niveau-là. Il y a un modèle intervenant très intégré qui est très intéressant. C'est à Shawinigan de mémoire, et là j'ai complètement oublié le nom de l'entreprise, mais c'est une entreprise qui produit des batteries au lithium où tout est intégré par le circuit court, circulaire, le recyclage, et ça a été fait en collaboration avec les travailleurs, l'entreprise, la municipalité, les gouvernements et les investisseurs. Donc il y a cette usine-là de batteries qui existe, qui est un modèle intégré totalement là, de batteries. Donc il existe des exemples relativement positifs à ce niveau-là, mais on pourra en publier plus, fort probablement et fort heureusement et fort optimistiquement avec tout le travail qu'on fera dans les prochaines années. Merci. Merci beaucoup.